On a eu l'abbé François-Xavier Mekong assassiné. En 2017, on a eu l'abbé Ahmed Ndjama assassiné. Et aussi en 2017, un assassinat qui a peut-être marqué une rupture entre le religieux et le politique au Cameroun, c'est l'assassinat de l'abbé Benoît Mbala, retrouvé assassiné le 2 juin 2017 dans les eaux du fleuve Sanaga. C'est une forme de suicide apparent. Voilà, une forme de suicide apparent, sauf que l'Église catholique, encore à travers Monseigneur Samuel Cléda, avait dénoncé la thèse du suicide et avait ouvertement affirmé que ce prélat avait été violemment assassiné et torturé. Alors justement, comment expliquer que dans un pays aussi catholique, dont les dirigeants sortent de la matrice de l'Église catholique, le président Paul Biya est un ancien séminariste, comment expliquer ces meurtres? Est-ce que c'est finalement une trop grande proximité qui explique, disons, des secrets partagés, peut-être sous le sceau de la confession, et qui conduisent à cette énumération effrayante? Oui, c'est sous Paul Biya, en fait, il y a une relation assez incestueuse entre, et même douteuse hein, entre l'Église catholique et le pouvoir. Et cela s'est en quelque sorte intensifié. Donc, on a une relation de proximité. Ce que tu l'as évoqué, le président Paul Biya était chrétien catholique pratiquant. Il est fils de catéchiste. Il est ancien séminariste. Il a été très proche du milieu catholique et il a même pour parrain un certain Louis-Paul Ojoula, qui est très connu dans l'histoire du Cameroun. C'était un député, un secrétaire d'État français, qui est un catholique influent, très proche du clergé camerounais. C'est lui qui, en quelque sorte, aidé le président Paul Biya à se hisser dans les hautes sphères du pouvoir. Et Paul Biya est même ami avec des prélats. Ils se partagent des confidences et plein de choses. Et aussi, pour marquer en fait la proximité entre le régime de Paul Biya et l'Église catholique, on se rend compte en fait que Paul Biya est très proche des milieux chrétiens. Il a reçu plusieurs fois en grande pompe les papes, notamment le pape Jean-Paul II qui est venu deux fois, le pape Benoît XVI qui est venu au Cameroun. Il a rencontré tous les papes au Vatican à chaque fois. Donc il a assez vraiment très proche, et même proche des nonces apostoliques, puisque encore récemment, lorsqu'on arrivait en fait à supporter sur l'absence de Paul Biya qu'on ne voyait pas, il est apparu à l'occasion en fait d'une rencontre avec le nonce apostolique. Et puis aussi dans les premières années de son pouvoir, il avait réussi à mettre l'Église catholique dans sa poche. C'est-à-dire que l'Église catholique, dans les premières années de Paul Biya, ne formulait pas de critiques affichées contre Paul Biya, malgré les tensions politiques et même malgré les restrictions de liberté. On se souvient par exemple des événements comme le coup d'État manqué d'avril 1984, qui s'en est suivi d'assassinats à peine voilés contre des ressortissants du Nord, etc. Donc, et aussi, par magie, Paul Biya a réussi dans cette relation que je qualifie d'incestueuse à intégrer l'Église catholique dans des postes clés au sein même des institutions, afin de cautionner cette dictature. Par exemple, le CNC, qui est l'organe, CNC, Conseil national de la communication, qui est l'organe en gros chargé de mater la presse et les médias, a été dirigé par Monseigneur Joseph Beufe Ateba, qui était un évêque. On a par exemple Monseigneur Watio, Dieudonné Watio, qui fut membre de l'Election Cameroun, qui est l'organe en fait qui tripatouille les élections au Cameroun, même s'il finira par démissionner. On a par exemple actuellement, toujours au sein de l'ECAM, au conseil électoral, on a l'abbé Mathias Stéphane Bell, qui est un prêtre, qui siège en fait au sein de ce conseil électoral. Donc, c'est une manière en fait d'utiliser l'Église catholique, les prélats, pour avaliser la dictature. Et puis en 2018, on a eu des événements malheureux. Par exemple, on a eu des militants du MRC, parti de l'opposition, qui a été arrêtés sur l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame à Yaoundé et livrés par l'Église alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre les résultats de la présidentielle qui qualifiait de frauduleux. Et depuis, cette relation en fait de proximité a changé, s'est transformée en éloignement et confrontation. C'est-à-dire, par exemple, dès le début des années 90, l'Église catholique s'est vraiment investie grandement en faveur du multipartisme et de l'ouverture démocratique au Cameroun. On a notamment le cardinal Christian Toumi qui s'est personnellement investi dans la lutte pour la démocratie au Cameroun et les libertés publiques. Et puis aussi, en ces années-là, l'Église a commencé à manifester de manière publiait des lettres pastorales. C'est-à-dire c'était des lettres pastorales qui étaient publiées pour appeler au dialogue et à la justice sociale au Cameroun.
Et puis, à la veille de chaque échéance électorale au Cameroun, on constate toujours que des évêques camerounais adressaient généralement une lettre pastorale pour appeler, par exemple, à la réforme du système électoral, aux élections libres et transparentes, etc. Et puis, ces dernières années, l'Église catholique a aussi beaucoup dénoncé des crimes commis par le régime du renouveau. On a par exemple le commandement opérationnel qui a assassiné des milliers de Camerounais, qui a été dénoncé par l'Église catholique. On a l'affaire des 9 disparus de Bepanda, qui a été vraiment dénoncée par l'Église catholique, notamment à travers le cardinal Christian Foumi. On a même les émeutes de la faim en 2008 qui a été dénoncée par l'Église. Et plus récemment, on a la situation au Nozo, au nord-ouest, au sud-ouest, Nord-ouest et avec la sud-ouest guerre. anglophone du pays. Voilà, cette guerre qui est encore dénoncée par l'Église catholique. Et aussi, durant ces dernières années, comme on l'a évoqué précédemment, les rapports entre l'Église catholique et le pouvoir sont assez tendus. Et le divorce a nettement été consommé avec l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala et plus récemment avec la volonté de Paul Biya de briguer un dernier mandat. Alors, il y a un chevauchement finalement entre des actes de complaisance, de compromission et des actes d'affirmation, voire de rébellion. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une histoire longue avec une tension qui a toujours existé entre deux traditions ecclésiastiques camerounaises, une légitimiste et une plus frondeuse? On pense notamment à Monseigneur Ndokmo, qui était, disons, plutôt frondeur face à Monseigneur Jean Zoua. On pense à Monseigneur Toumi, qui était plutôt justement dans la confrontation face à Monseigneur Tony Mbakot, qui était dans la compromission. Est-ce que ce ne sont pas ces deux traditions qui ont toujours cohabité qui finalement laissent place à la victoire des frondeurs face aux légitimistes et qui donnent à voir cette fracture désormais? Effectivement, de tout temps, depuis même la période coloniale et même après les indépendances, l'Église, le pouvoir politique au Cameroun ont toujours entretenu une relation ambiguë, une relation que je qualifie en fait d'incestueuse. C'est-à-dire c'est une semblant de relation de proximité. À l'indépendance du Cameroun, par exemple, l'Église catholique est au cœur du pouvoir, bien que le président de la République ne soit pas catholique, c'est-à-dire c'est le président Amadou Ahidjo qui n'était pas catholique, qui était musulman, originaire du Nord. Et par la suite, il y a aussi eu en fait une relation de rejet, d'éloignement. Par exemple, lorsqu'Ahidjo arrive au pouvoir, il commence peu à peu à installer en fait une dictature qui commence à naître, notamment avec l'interdiction du multipartisme, c'est-à-dire qu'au Cameroun, le multipartisme a d'abord été interdit en 1966. L'Église catholique, au moment de l'interdiction du multipartisme, commence plutôt à jouer le rôle de l'opposition. C'est-à-dire que l'Église catholique se retrouve en train de jouer le rôle de contre-pouvoir. L'Église catholique devient même le lieu par excellence d'expression des revendications. Et l'Église devient même ce mue en porte-parole des opprimés. Par exemple, Swahidjo, on constate que des prélats catholiques prennent carrément publiquement position pour dénoncer l'arbitraire. Et ces prélats confrontent même le pouvoir politique. Comme par exemple l'illustre l'affaire du train de la mort, que je vais évoquer peut-être rapidement. C'est-à-dire c'était le 11 février 1962, près d'une trentaine de militants nationalistes de l'UPC, c'est-à-dire proches de l'UPC, meurent asphyxiés dans un train qui devait les transporter de Douala à Yaoundé. Parmi les victimes, il y avait même une femme et un bébé. Alors que le pouvoir de Daïdjo souhaite cacher et même étouffer ce drame à travers le sinistre Fauchivé, c'est l'Église catholique qui monte au créneau pour dénoncer. On a par exemple le père Fertin, c'était un prêtre français qui était directeur de l'hebdomadaire l'Effort camerounais. Il va publier un article enflammé où il dénonce cette stratégie. Et ce prêtre sera immédiatement expulsé du Cameroun, man militari. Dans la foulée, on a le jeune abbé Monseigneur Dokmo, qui n'était pas encore Monseigneur, qui va, à travers le journal L'Essor qu'il gérait à l'époque, publier une lettre ouverte et adressée à Amadou Ahidjo pour dénoncer aussi ce drame. Et ça peut paraître paradoxal, on a aussi Monseigneur Jean Zoua. Monseigneur Jean Zoua, qui est plutôt, dans les dernières années, proche du régime. À cette époque, il était le tout nouvel archevêque de Yaoundé. Il va monter au créneau dans une messe qu'il va célébrer, je crois, le 22 février. Il va célébrer cette messe à l'intention des victimes de ce drame. Malgré même les menaces du régime, malgré la menace des présences de la police, il va célébrer cette messe devant une foule monstre.
Et puis maintenant, comme tu l'évoquais, pour revenir clairement sur Monseigneur Dormo, on peut dire en réalité que la figure de Monseigneur Dormo, qui a été évêque de Konsamba de 1964 à 1973, cette figure en fait incarne en réalité la duplicité de la relation entre l'Église catholique et le pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire, tout au long de son ministère, Monseigneur Dormo, même lorsqu'il était abbé, il intervenait auprès du pouvoir politique et réussissait toujours à faire annuler des décisions, par exemple, extrajudiciaires. Et par la suite, il était perçu comme un opposant au régime d'Aïdjo. On le trouvait plutôt plus proche des militants nationalistes de l'UPC. Et plus tard, il fut accusé de parrainer l'UPC et de fournir des armes à une organisation secrète. C'était une organisation qu'on avait appelée le Mouvement de la Sainte Croix. Donc, on disait donc que cette organisation avait pour projet d'organiser un coup d'État contre le président Amadou Aïdjo. Suite à cela, Monseigneur Dormo est arrêté en août 1970. Il est accusé de complicité même avec le dernier chef leader de l'Union des populations du Cameroun, Soumaki, Ernest Ouandjé. Monseigneur Dormo est condamné à mort par un tribunal militaire. Mais sa peine de prison sera par la suite commuée en prison à vie par Amadou Aïdjo, tandis que Ernest Ouandjé, lui, il est fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam sur la place publique devant une foule monstre. Donc l'Église catholique s'est fortement en fait déchirée sur le cas de Monseigneur Dormo. De l'autre côté, on avait des soutiens au pouvoir et d'un autre côté, on avait en fait des partisans de Dormo. Par exemple, Jean Joie, qu'on a évoqué précédemment, qui était l'archevêque de la capitale camerounaise, il était plutôt proche du régime à ce moment-là. Donc, il avait carrément refusé de signer une note qui était rédigée par des prêtres qui voulaient dénoncer l'incarcération de Dormo. Et même quand Aïdjo a gracié Dormo en 1975, l'archevêque Jean Joie a même refusé de se joindre au reste de l'Église pour célébrer la remise en liberté de Dormo. Et pour évoquer Christian Toumi, que tu as évoqué aussi précédemment, il faut noter que Christian Toumi s'oppose en fait au régime depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en 1977, il était déjà l'un des auteurs d'une lettre pastorale qui dénonçait la corruption et la mauvaise gouvernance au Cameroun. Alors justement, Harold, puisqu'on parle du passé, est-ce qu'on peut évoquer très rapidement l'annonce d'Emmanuel Macron qui reconnaît qu'il y avait une guerre au Cameroun, donc la guerre d'indépendance, qui n'était pas nommée ainsi par la France, une guerre à laquelle a participé le Cameroun. Il le reconnaît à la suite de la commission d'historiens qu'il avait mise en place et qui est arrivé à ses conclusions. Alors ce qui a été assez curieux au Cameroun, c'est que d'une certaine manière, ça a accentué les divisions camerounaises et comment dire, la révélation ou bien disons l'endossement par la France du martyre des militants nationalistes de l'UPC a créé des conflits assez curieux de nature ethno-politique au Cameroun. Est-ce que la parole d'Emmanuel Macron permettra de réconcilier les mémoires au Cameroun sur la guerre d'indépendance? Alors, la reconnaissance ou bien la lettre d'Emmanuel Macron vient en fait confirmer quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la guerre au Cameroun, étant donné que plusieurs auteurs ont travaillé sur ce sujet. On a par exemple des gens comme Thomas Deltorme, Manuel Domecq et Jacob Tatita qui ont carrément écrit un livre, La guerre du Cameroun, qui dit en réalité qu'il y a eu une guerre au Cameroun. Donc en quelque sorte, Emmanuel Macron, à travers sa lettre, vient plutôt confirmer quelque chose qu'on savait déjà. Cependant, sa lettre, en fait, jette plusieurs zones d'ombre. Dans sa lettre, il parle par exemple du cas de l'assassinat de Félix Moumié. Il dit que les archives à l'état actuel, les archives en France, ne permettent pas d'affirmer clairement que Félix Moumié a été tué. Pourtant, on sait, avec des preuves, que Félix Moumié a été froidement assassiné, empoisonné par un espion français, William Betchel. Et au lieu de réconcilier les Camerounais, du moins, ce rapport, ou bien cette commission, bien le rendu de cette commission, a plutôt accentué les tensions tribales, puisque certaines personnes ont carrément osé affirmer que des leaders, des nationalistes comme Ernest Ouandjé étaient des bandits. Et pourtant, ce sont des personnes, en fait, c'est des personnes qui ont payé le lourd tribut. Ils ont sacrifié jusqu'à leur vie. Et même si, dans une certaine mesure, la France a fait sa part en donnant l'accès aux archives, on constate que du côté du Cameroun, les chercheurs n'ont pas eu accès aux archives.
le Cameroun n'a pas donné l'accès aux archives, par exemple, nationales du Cameroun. Et on constate en fait que c'est presque une action unilatérale. C'est-à-dire que du côté du Cameroun, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas vraiment de réaction solide. C'est-à-dire Emmanuel Macron vient d'envoyer sa lettre, et la lettre est envoyée depuis le 30 juillet. De l'autre côté, on n'a pas de réaction de la partie du Cameroun. Le Cameroun n'accuse même pas réception de cette lettre, et le Cameroun ne dit même pas ce qu'il compte mettre en œuvre pour œuvrer dans le sens de la reconnaissance de cette guerre, et surtout, ce qu'il faut mettre en place pour les réparations. Parce que partout dans le monde, il y a eu des guerres, comme en Algérie, comme le génocide rwandais. Et par la suite, on a quand même pensé à mettre en place des réparations. Donc jusque-là, en fait, c'est comme si la France se parle à elle-même. La France entreprend, mais du côté Cameroun, c'est le silence. Merci beaucoup, Harold Ketchemen. Je rappelle que tu es chroniqueur histoire et auteur de nombreux livres passionnants, dont Rivière de sang, enquête sur les morts non élucidés qui ont marqué le Cameroun, paru aux éditions du Muntu. Et merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.